Pensez à bien éteindre vos téléphones portables, s'il vous plaît. C'est bon? Il manque des poètes, et à la production, et à l'écriture. Des risques tout. Au théâtre, c'est ce qui s'est passé. Dans le commerce, on ferait des procès pour plagiat. En art, les poètes sont juste dévorés. C'est l'idiot de Dostoïevski. Alors, il ne reste plus qu'à avoir l'espoir, quelque part. Avoir l'espoir dans l'immense écoute du monde. Il va falloir apprendre à se salir. Sinon, on laissera trop de place aux gens vraiment sales. Il y a urgence à créer. Sinon, bientôt, il n'y aura plus que ça. Une sorte de vulgarisation de tout sans réel sacrifice. Une sorte de longue émission de Thierry Ardisson, je ne sais pas qui, où les putes, les politiciens, les poètes se côtoient. Mais le véritable problème, c'est qu'on a besoin de ça. On a besoin de Thierry Ardisson pour dire à tous « Nous avons foi et nous existons !» Bref, le cinéma, le théâtre, la danse, tout ça, ce n'est qu'un geste. Quelque chose qu'on fait pour ne pas complètement mourir sans se débattre. Parce que l'art, ce n'est que ça. Et on a besoin de camarades. On a besoin d'amour. On a besoin d'amitié. Et aussi d'ennemis. De véritables ennemis. Parce qu'il faut bien avoir de véritables ennemis pour avoir de véritables amis. Mais c'est cette chose qui est devenue si rare en art. Les gestes, trop souvent, ne veulent juste que ressembler à ceux qui marchent, pour faire partie d'un petit groupe, comme on s'habille pour se faire reconnaître d'un petit ensemble social. Mais on attend autre chose, je veux dire. On attend des amoureux. On attend ça. On attend des choses qui nous fassent sentir cons parce qu'elles sont justes et véritables. Oh, il faut que tu lises Du luxe et de l'impuissance de Lagarce. Que l'époque ne nous glisse pas totalement entre les doigts. Faire du cinéma, parce qu'il faut bien qu'on se souvienne de nous maintenant, de nos colères, de nos espérances, de nos amours et de nos amitiés. Ah oui, et aussi bien sûr, que les acteurs soient des guerriers, des créateurs. Ne perdons pas cela. Ne nous noyons pas. Ne soyons pas de pauvres gardiens de phares isolés, mais espérons construire par amour de nouveaux phares. Et puis si nous échouons, bah tant pis. Au moins, on aura essayé. Que oui, un mur, une habitude, un système, une économie, ça se casse. Et que tout ça là, c'est même fait pour être cassé. Que ce que nous faisons, c'est pour le plus grand nombre. Dire qu'on résistera au coup, parce qu'on devra bien résister. Et même dire qu'on continuera à être joyeux et naïf. Tout cela malgré les coups, malgré la gueule en sang. Parce que le plus important, ça aura été ça. Dire ces trucs qu'on se dit tout bas. Dire que nous avions été vivants et que nous avions existé. Il faut se battre pour que le souvenir de notre époque ne soit pas ça. Ce truc-là que nous sentons tous, ce truc-là si triste, ce truc si cynique, ce truc si dépourvu de lyrisme, ce truc sans espoir et rempli de renoncement, ce truc-là. Alors, donnons-nous un peu plus de crédit, quitte à nous décevoir les uns les autres. Soyons plus nous que ce truc-là. Ne pas demander à l'autre de faire 1001 fois ses preuves. Ne pas préserver sa carrière. Se ruer partout pour vivre. C'est quand même plus rigolo, non ? Ne pas penser qu'on fait une chose pour la dernière fois. Mais surtout rester désinvolte. Oui, en colère aussi, bien sûr. Prêt à mettre des coups, prêt à étreindre. Mais c'est plus rigolo comme ça, non ? Et ne pas dormir. Ou dormir pour reprendre des forces. Ne pas faiblir. Ne pas croire que les gens bien sont des gens bien. Hein ?
Ne pas croire que les salauds sont des salauds. Aller sans peur de salir. Mais parce qu'il faut bien étreindre le monde. Être un lion. Ouais, tendre et cruel. Être un prince quand on est roi. Et être un roi quand on est prince. Et ben ça c'est un conseil de Pauline Lauriard. Et c'est pas bête. Et surtout, ne rien préserver. Brûler les acquis, piétiner les certitudes, prendre des chemins de traverse, rester dangereux, rester doux, rester tendre, rester aimant. Être un lion, quoi. Et admettre qu'on nous abatte. Juste parce que c'est rigolo d'abattre les lions. Mais surtout, se mentir, se mentir, se mentir, et surtout se répéter, nous sommes des lions. Nous sommes des lions. Nous sommes des lions. Nous sommes des lions. Ouais. Même si c'est faux. Parce que c'est quand même plus rigolo comme ça, non? Parce que c'est vrai que tout change, putain. Et qu'on nous a répété qu'on était des putains d'enfants gâtés. Et qu'on s'aime plus pareil. Et que c'est faux. Parce qu'on vit dans 25 mètres carrés. Et qu'on n'est plus si jeune. Et qu'on peut pas acheter. Et que c'est pas rien, ça. Parce qu'on pète les plombs dans notre studio de merde. Et que l'espoir peut s'enfuir. Non, même si c'est vrai qu'on est sûrement mieux lotis que plein d'autres. Et qu'on nous a élevés pour préserver. Et que parfois, ça donne juste envie de gueuler et de casser quelques trucs juste pour la beauté du geste. Pour se dire que tout ça, là, ça restera pas si intact. Croire que ça n'a pas été rien de se rencontrer les uns les autres. En donner la putain de preuve. Et croire au miracle. Croire au miracle. Être poussé par l'espoir du miracle et de la grâce. Même si jamais on l'atteindra. Mais c'est toujours plus chouette d'espérer, non ? Faire confiance. Faire confiance. Se rappeler avec force ce truc archaïque. Pourquoi on se réunit dans des salles pour regarder au même moment la même chose? Qu'est-ce qu'on cherche? Mordre le système, tout demander et tout vouloir, décliner quand on nous offre un bout de viande, mais vouloir la vache en entier. Mais le monde est grand, être libre, réfléchir à voix haute, ne pas tourner sa langue 7 fois avant de parler et regretter juste après avoir parlé. Mais y croire, y croire, y croire, y croire, y croire, y croire. Décliner les offres institutionnelles pour préférer la guerre. Accepter les offres institutionnelles si ce sont des offres de guerre. Prendre le risque immense de tomber amoureux. Se battre pour ne pas complètement mourir aigri, mais devenir sage et rigolo, aimant et furieux, sérieux et bordélique. Nous avons besoin d'amour. Nous avons besoin de démesure. Nous avons besoin du grand public. Nous avons besoin d'être fiers de nous. Et nous avons besoin de camarades. Et encore une fois, accepter de se salir. La saleté, ça se lave. Mais la misanthropie, pas tant que ça. Et c'est moche. Accepter son angoisse. Accepter de se dégoûter. Accepter d'être une ordure. Accepter d'être cet être faible. Mais se battre toujours, toujours, pour être entendu. Ne pas se dire que plus tard nous ferons ce que nous voulons vraiment. Le faire tout de suite. La jeunesse est fragile. PS. Ces petites phrases sont des prières que je m'inflige. Pas des conseils. Surtout pas des conseils. Tu as reçu les SMS ?
La lune était en son plein. Le ciel était découvert. 9 heures du soir étaient sonnées lorsque, revenant de Clamart, près de Paris, où monsieur de Cuigy, le fils qui en est seigneur, nous avait régalé, mes amis et moi, les pensées que nous inspira cette boule de safran nous différèrent sur le chemin. À la vue de ce grand astre, tantôt l'un s'imaginait qu'il devait s'agir là d'une lucarne du paradis, par où l'on entrevoit la gloire des bienheureux. Tantôt un autre qui croyait aux fables anciennes que, possible, Bacchus avait ouvert une taverne là-haut au ciel et avait posé comme enseigne la pleine lune. Un autre que ce devait être la platine où Diane dresse les rabats d'Apollon. Un autre que ce pouvait bien être le soleil lui-même qui, au soir, dépouillé de ses rayons, regardait par un trou comment l'on était sur terre lorsqu'il n'y était pas. Pour moi, leur dis-je, qui souhaite mêler mes enthousiasmes aux vôtres, je crois, sans m'amuser aux imaginations pointues avec lesquelles vous chatouillez le temps pour le faire marcher plus vite, que la lune est un monde comme celui-ci, auquel le nôtre sert de lune. Plusieurs membres de l'Assemblée me régalèrent d'un grand éclat de rire. Peut-être se moque-t-on maintenant dans la lune d'un autre qui maintient que ce globe-ci est un monde. J'eus beau leur alléguer que Pythagore, Épicure, Démocrite et même de notre ère, Copernic et Kepler avaient été de cette même opinion, je ne les obligeai qu'à rire davantage. Cette idée, cependant, cette pensée, dont la hardiesse biaisait à mon humeur, affermie par la contradiction, s'était plongée si profondément en moi que durant tout le reste du voyage, je demeurais gros de 1000 définitions de la lune dont je ne pouvais accoucher. J'étais prêt d'abandonner. Lorsque le miracle, ou l'accident, la chance, la fortune, la destinée, ou peut-être ce que l'on nommera vision, fiction, chimère, folie, si l'on veut, me donna l'occasion qui m'engage à ce discours. Étant arrivé chez moi, je montai à mon cabinet, où je trouvai sur la table un grand livre ouvert que je n'y avais point mis. C'était celui de Cardane, et quoique je n'eusse pas dessein d'y lire, mes yeux tombèrent comme de force sur une aventure de ce grand philosophe, où un soir, alors qu'il étudiait à la chandelle, il vit arriver 2 grands vieillards au travers de portes fermées, qui lui dirent, après moultes interrogations qu'il leur fit, qu'ils étaient habitants de la lune. Je demeurai si surpris, tant de voir un livre qui s'était retrouvé là sans que je l'y amène, que du temps et de la page où il avait choisi de s'ouvrir, que je pris toute cette enchaînure d'incidents pour une inspiration de faire connaître aux hommes que la lune est un monde. Quoi, me disais-je en moi-même, après avoir parlé tout aujourd'hui d'une chose, qu'un livre, qui peut être le seul au monde où cette matière se traite si particulièrement, voler de ma bibliothèque jusqu'à ma table, se voir doté de raison, s'ouvrir de lui-même à l'endroit d'une aventure si fabuleuse et forcer mes yeux à la lire. Sans doute, continuai-je, sont-ce les 2 vieillards de ce grand homme qui ont dérangé mon livre pour ne pas avoir à me faire la même harangue qu'ils ont faite à Cardane. Mais, ajoutai-je, saurais-je m'ôter ce doute si je ne monte là-haut? Et pourquoi non? Prométhée y a été pour dérober le feu. Suis-je moins hardi que lui? Et ai-je raison d'espérer une moins grande réussite? À ces boutades, que l'on nommera peut-être des accès de fièvre chaude, succéda l'espérance de faire réussir un si beau voyage, si bien que je m'enfermai dans une grande maison de campagne, assez éloignée, où je méditais mes projets. Après quelque temps, voici comment je me donnais au ciel. J'avais attaché autour de moi quantité de fioles pleines de rosée, sur lesquelles le soleil dardait si ardemment ses rayons que la chaleur les faisait s'élever comme elle fait les plus hautes nuées. Et sous peu,
Je me trouvais au-dessus de la moyenne région. Mais comme cette ascension me faisait monter avec trop de rapidité, et que la lune me paraissait plus loin qu'à mon départ, je dus me résoudre à briser plusieurs de mes fioles jusqu'à ce que ma pesanteur dépasse l'attraction et que je redescende sur terre. « 4 avril 2017. La blouse blanche te demande « Quelle est ta profession ?» Hein? C'est une question simple qui attend une réponse simple. Le mot jaillit. Le mot résonne dans le cabinet. Poétesse! Bon. Puisque tu es poétesse, la blouse blanche peut cesser de te parler en petit nègre. Et puisque tu es poétesse, tu sais ce qu'est une métaphore. Alors, explique à la blouse blanche ce que tu ressens exactement. Ça! Tu as l'impression que ton crâne a été découpé en deux et que le côté droit est en train d'être broyé. Ça fait 3 jours que tu ne dors plus. Tu voudrais juste dormir un peu. C'est comme si tu portais un casque électrique. Impossible de te coiffer, impossible de te brosser les dents. Il y a ce torrent au courant inversé. Ça démarre de ton front, ça descend sur tes tempes, ça déferle tout sur son passage, ça dégrade tout sur son passage et ça vient s'abattre sur tes joues. Puis, ça reflue. Pas assez de place pour l'animal et l'animal tamponne et tamponne encore et encore les parois de tes joues, comme des coups de couteau. Tu dis à la blouse blanche que tu vas devenir folle, qu'on t'a remballé 2 fois des urgences en 2 jours. Tu dis que tu vas faire une overdose d'antidouleurs et d'anti-inflammatoires, que tu t'enfiles des doses de cheval mais que rien ne marche. Tu dis que tu as accouché de 3 bébés de 4 kilos avec 3 épisiotomies, que la douleur tu connais mais que là, c'est autre chose. Tu répètes, c'est autre chose. Tu as dû te taper le front sur un mur toute une nuit après avoir sifflé la moitié d'une bouteille de vin blanc. Et tu as même dû tourner en rond autour de la table de ta salle à manger, comme une enragée. Tu dis que tu as même demandé à Jésus de te sauver alors que tu n'es pas croyante. Et que tu as même pensé à sauter de ton balcon pour que tout ça s'arrête. Bordel de merde. C'est quoi cette crasse? La blouse blanche t'écoute, depuis plusieurs minutes, sans t'interrompre. Ride du lion plissé. Puis, tout d'un coup, d'un geste de la main, elle t'arrête net, en plein milieu d'une phrase, et elle enchaîne avec une série de questions en rafale, précises, tranchantes. Avez-vous noté que la douleur revient à intervalles réguliers dans l'année? Œil rouge? Œil qui coule? Nez rouge? Nez qui coule? Oh, fini les métaphores. C'est oui ou c'est non. C'est croix dans la case ou ce n'est rien. Mais la douleur est telle, là, que tu es absolument incapable de te concentrer. Et dans quelques jours, au calme, oui, tu pourras remonter jusqu'à la naissance du mal. Oui, tu pourras sonder la mémoire de tes proches et de ton médecin de famille pour retracer l'histoire de cette maladie. Mais pas là, pas maintenant, pas possible. Pas plié comme ça en deux. Plié en deux comme chaque matin de cet automne en allant déposer tes enfants à l'école. Plié en deux chez les dentistes. Urgence, ouvrir en urgence, refaire le plombage en urgence. Mais c'est dans votre tête, madame. Et que madame se gave de clous de girofle, d'aspirine, les dentistes arminiques. Et que madame incrimine son mascara bas de gamme, le pollen, les tilleuls et les érables. Et personne, absolument personne, pour dire à madame que ce n'est pas normal. Pas du tout normal. Une jeune femme comme ça, pliée en deux. La blouse blanche écrit: algie vasculaire de la face. En majuscule.
5 petits mots balancés sur le papier et plus aucune poétesse qui tienne. Tu es prête à tout pour que la douleur cesse. Confiance aveugle. Dieu, blouse blanche. Dépossession. Petit flotteur jaunâtre de pêche au canard. Yeux hagards. Corps en plastique qui tourne en boucle et en boucle et en boucle dans une eau blanche éclairée au néon et qui espère juste être arraché à la répétition. Tu n'es plus poétesse. La blouse blanche te pique à l'arrière de la tête, à la base du grand nerf occipital. La blouse blanche se rassied, puis te parle de deuxième infiltration si besoin, de second IRM pour être certain, de l'auto-injection sous-cutanée et de l'oxygénothérapie qui soulage bien aussi, et du tableau. Tableau dans lequel tu devras indiquer consciencieusement le nombre de crises, leur sévérité, leur témérité, etc., etc., etc. Petit flotteur jaunâtre de pêche au canard. Écoute sans broncher la blouse blanche. Mais surtout, fais semblant de ne pas entendre les mots forme chronique, céphalée très sévère, migraine du suicide. 14 avril 2019. Sting life, sting life, sting life. Musique qui oblige instantanément vos corps à s'isoler dans un coin pour s'entendre. Dans un lieu dont la capacité maximale est de 475 personnes, quelle était la probabilité que deux êtres atteints de la même maladie orpheline se croisent? Hein? Tu es poétesse! Tu veux y voir un signe? Genou qui se touche, excuse, sourire. Et c'est doux cette réciprocité, ces entrailles en miroir. Le soulagement après votre diagnostic et la douleur qui porte enfin un nom. Mais surtout, le besoin de comprendre. Pourquoi moi? Hein? Pourquoi? Staying alive! Lui, ça fait 13 ans qu'il cohabite avec son parasite, il dit. Tu lui fais remarquer que ça rime. Alors vous rigolez. Et la taquinerie vous détend un peu. Oh, vous vous dites que cela pourrait être autrement plus catastrophique, chronique, quotidien. Vous avez tous les deux choisi d'arrêter les médicaments. Trop de désagréments. 20 ans dans la tronche, perte de libido, perte de tonus. Oh, état dépressif, goitre. Et surtout, pas de diminution significative de l'intensité des crises. Et il est temps de danser maintenant, non? Ouais? C'est ça. On va danser. Danser, 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 et oublier. Oublier les blouses blanches, oublier les salles d'attente, oublier cet homme qui dit « J'ai 68 ans, je suis fatigué de souffrir ». Danser, 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 et oublier. Oubliez ce trou dans le ventre à chaque nouveau témoignage posté dans le groupe de soutien. Dansez, 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 et oubliez. Oubliez qu'on peut souffrir jusqu'à 68 ans. Dansez, 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 et oubliez. Oubliez l'alignement des bonbonnes d'oxygène dans le corridor. Dansez, 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 et oubliez. Oubliez les malades du Congo, les enfants sorciers, la rue, les chiens, ces vieux alcooliques qui tournent entre les bagnoles sur eux-mêmes, entre les boulevards. Dansez, 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 et oubliez. C'est pas grave. On va finir par comprendre. On va trouver. On va plus jamais laisser rembarrer quelqu'un des urgences. Plus jamais laisser personne être traité comme un chiffre. Plus laisser les proches dans la panade. Plus laisser aucune femme, aucun homme crever de cette merde. Vous dansez. Et alors que vous dansez, la partie droite de ton crâne et la partie gauche de son crâne s'approchent lentement, puis ça colle. Comme deux aimants. Vous êtes frères.
Frères et sœurs d'algie vasculaire de la face. Frères et sœurs siamois, vous dansez, nez à nez, joue à joue, tordus. Impossible que vos sexes se touchent dans cette posture. Une larme, pas celle de la maladie, pas celle de l'œil qui pleure mécaniquement, pas celle du parasite. Une larme perce à travers tes cils. Tu tentes de la retenir. Tu ne veux surtout pas qu'elle glisse sur ta joue et qu'elle dessine une ligne blanche sur ton fond de teint. Et pour le roi Ulumbale, vous avez dansé? Oui. Et pour l'empereur de Néo-Aristi? Oui, aussi. Et le rabbin des Fatitiques, vous a-t-il vu danser? Oui, oui, bien sûr. Et le prince Sigone de Popotamie? Bien sûr. Et la grande reine d'Allegrarine? Oui. Et les cimes d'Istagore? Aussi. Et la blanche Aline? Vous a-t-elle vu danser? Mais oui. Alors, tous vous ont vu danser. Tous. Tous, oui. Tous les visages et tous les points du monde, et les forêts orléanes, et les déserts pitracopes, et les mers amnésiques. J'ai dansé sur les sommets les plus aigus. J'ai dansé sur les sables les plus fins, sur les mousses les plus langoureuses et aux fumées les plus veloutées. J'ai dansé sur les tapis d'orage. Les animaux fiévreux ont posé sous mes pieds leurs fourrures. J'ai dansé et les nuages se pâmaient. Sous tous les cieux, j'ai dansé. Et sous le ciel magistral d'aujourd'hui, chacun de mes pas dansait. Le plus pauvre du monde m'a vu danser. Il riait. Le plus fortuné m'a vu danser. Il pleurait. J'ai dansé, dansé. J'ai tourné, tournoyé. Dans la rue, les hommes m'enlaçaient en moment la taille, et tous, je les enlaçais dans mes longues jupes. J'ai dansé en cercle, en carré, en hectagone, en pentagone. J'ai dansé tourmenté, j'ai dansé toutes les formes. J'ai dansé le premier souffle de l'enfant, le dernier souffle du vieillard. J'ai dansé en silence. J'ai dansé dans les vents. Toujours j'ai dansé. Dormant, criant, rêvant, je dansais toujours. Et j'ai dansé immobile. J'ai dansé invisible. J'ai dansé toute petite. J'ai dansé grande, géante. J'ai dansé en poussière, la tête renversée, les hanches ouvertes. J'ai dansé coupée en deux. J'ai dansé plus grande que moi. J'ai dansé la tête fendue, les yeux écarquillés. J'ai dansé le corps plus lisse qu'une pêche. J'ai dansé ensanglanté,
J'ai dansé irréversible. J'ai dansé froide. J'ai dansé plus maigre qu'un os. J'ai dansé plus légère qu'un voile. J'ai dansé plus épaisse qu'une montagne. J'ai dansé raide. J'ai dansé sans vouloir danser. J'ai dansé ne sachant pas que je dansais. J'ai dansé violet. J'ai dansé en miroir, en cascade, en fleurs, en prières et sirènes. J'ai dansé baleine et citrine, sourde et sibylline. J'ai dansé avorté. J'ai dansé sans parents. J'ai dansé sans amis. J'ai dansé en famille. Je ne sais plus ce que veut dire danser. J'ai dansé. Pourquoi j'ai dansé? Je ne sais plus. Je ne sais pas. Un instant, un homme me prend la taille et me dit « Arrête-toi de danser !» Il fait chaud chez lui. Les tapis sont des aiguilles de pin dorées. Je repars encore, je repars et je danse encore pour ne plus m'arrêter, pour ne plus savoir que je danse, pour ne plus dire je danse pour que la danse soit plus vivante que moi-même, je danse pour que mon corps soit plus amnésique que moi-même, pour que mon visage soit plus présent que moi-même. Je danse en palais, je danse en volée, je danse mouette, je danse confiture, je danse branche morte, je danse bleu. Pourquoi je danse? Je danse morte, je danse disparue. Je danse, voilà! Je danse débris, je danse suicide, je danse aïeul, je danse cravate, je danse babel, je danse Sarah ébranlée, je danse charmée, je danse au diable, je danse. Pourquoi je dansais? Je danse et je danse au bûcher. Je danse chat et je danse. Je danse kikine, cacane et coconne. Je danse blatte et blette, quichotte et cachette. Je danse papa, pipi, popo. Je danse carafe ou ruisseau. Je danse en pensant aux enfants qui ne se balanceront pas dans mon ventre parce que je suis sans arrêt. Je danse en pensant à ma grande solitude dansante et une tache rouge de regret dans l'œil. Je danse en pensant à l'homme trop triste qui marche dans Bruxelles, plus impalpable que son ombre. Je l'aime, sans m'arrêter, je l'aime. Je danse en pensant à l'homme plus roux que l'automne, qui se promène ivre de sa beauté dans Paris tout en flammes et pour qui j'ai bien peur de danser. Je danse pour me faire prendre encore par le rire, comme ma danse rencontrera dans la lumière qui sculpte un grelot de rire en attente d'éclat. Je danse à côté de moi-même me narguant, sur moi-même me piétinant, en moi-même me déchirant, me découpant, au bord de moi-même me caressant. Je danse mon parfum. Je danse. Prenez-moi par la main. Vertige infernal et quotidien de la penderie béante sur l'alignement militaire des pelures incertaines aux senteurs naphtalines. Je hais les cintres.
Le cintre agresse l'homme, par pure cruauté. Le cintre est le seul objet qui agresse l'homme par pure cruauté. Le cintre est un loup pour l'homme. Il y a des objets qui agressent l'homme pas par cruauté, mais parce que c'est leur raison d'être. Prenez la porte. Non, ne partez pas comme ça, c'est une façon de parler. Il arrive que l'homme prenne la porte dans la gueule. Mais il n'y a là aucune manifestation de haine de la part de la porte à l'encontre de l'homme. L'homme prend la porte dans la gueule parce qu'une porte doit être ouverte ou bleue. Le cintre, lui, est foncièrement méchant. Personnellement, l'idée d'avoir à l'affronter m'est odieuse. Il arrive cependant, particulièrement pendant les temps froids, que l'envie de porter un pantalon devienne irrésistible. La confrontation homme-cintre devient inévitable. L'homme prend alors son courage et la double porte du placard à deux mains. Il est seul, il est grand, il est nu. Son maintien est digne face au combat qu'il sait maintenant inéluctable. Son buste est droit. Ses jambes légèrement arquées. Ses pieds nus sont arc-boutés au sol. Comme un pompier face au feu, il est beau dans sa peur. Les portes du cintre s'ouvrent, les portes du placard s'ouvrent dans un souffle. Mais les cintres sont là, accrochés à leurs tringles dans la pénombre hostile. On dirait un rang de vampires, accrochés à la branche morte d'un vieux chêne noir, dans l'attente silencieuse du jeune poulain égaré, au tendre flanc duquel ils ventouseront leurs groins immondes pour raboucher son sang clair en lentes suctions gargouillées et glaireuses, jusqu'à ce que mort s'en suive. Cependant, l'attitude de l'homme n'est pas hostile. Simplement, il veut son pantalon, le gris. Avec les pinces devant et le petit revers. L'œil averti de l'homme a repéré le pantalon gris. Il est prisonnier du troisième cintre en partant de la gauche. C'est un cintre particulièrement dangereux, sournois. Oh, il ne paie pas de mine. En bois rose, les épaules tombantes, il ferait plutôt pitié. Mais regardez son crochet! C'est une pince de fer! Elle ne lâchera pas sa proie! L'homme bande sur tous ses muscles. Il avance d'un demi-pas feutré pour ne pas éveiller l'attention de l'ennemi. Il sait que de l'issue du combat qui va suivre, de l'assaut, dépendra toute l'issue du combat. Avec une agilité surprenante pour un homme de sa corpulence, il bondit en avant. Sa main gauche, vive comme l'éclair, repousse le cintre à gauche du cintre rose, tandis que sa main droite se referme impitoyablement sur ce dernier. La riposte du cintre est foudroyante. Au lieu d'accentuer sa pression sur la tringle, il la lâche brusquement, entraînant dans sa chute le pantalon, le gris, celui-là même que l'homme veut ce matin parce que bon! À terre, le cintre rose est blessé. Rien n'est plus dangereux qu'un cintre blessé. Dans son inoubliable « J'irai cracher sur vos cintres », Ernest Hemingway n'avait-il pas d'abordé le sujet? Un silence qui en dit long. Non,
L'homme à présent est à genoux dans le placard. De sa gorge puissante monte le long cri de guerre de l'homme des penderies. « Putain de bordel de merde de cintre à la con, fait chier !» Le cintre rose a senti le désarroi de l'homme. Il va l'achever. Il s'accroche dans le bras d'un autre cintre, tombé lui aussi, qui s'accroche à son tour dans la poignée d'une valise, qui tombe. Il fait noir. La nuit, tous les pantalons sont gris. L'homme, à présent vaincu, n'oppose plus la moindre résistance. Le nez dans les pantoufles, il sanglote dans la position du prieur d'Allah. La moitié antérieure de son corps est prisonnière du cintre. La moitié postérieure est offerte au regard de la femme de ménage espagnole. Il souffre. Il n'est plus que désespoir et dégoût. Une goutte de sueur perle à sa paupière. Il a soif. Il a froid. Il n'a plus de courroux. Quelques couilles de plomb pendent à son derrière. Donne-lui tout de même un slip. Dis mon père. Ce bunker qui t'abrite, cette fleur vénéneuse qui niche dans ta langue, ces jours qui se diluent dans l'attente, temple transformé en forteresse, tirant sur tes propres fils, te nourrissant du sang de mon espérance fossilisée. Si tu ne viens pas à moi, comment sans tes ailes puis-je m'enfoncer sous terre ? Comment puis-je creuser jusqu'à la source ? Me dissoudre dans une rivière qui revient lécher le lait de l'ancêtre ? Comment puis-je démolir ta tête de mère parfaite ? Maudirais-je le chant de ma cervelle ? Ferais-je un drapeau de ma solitude ? Ce n'est pas la totale désintégration des miroirs, ni la menace du sommeil assassin des songes, ni les gouttes blafardes du temps devenu ennui, ni un essaim de mots qui agonisent sur ma langue. C'est reposer dans un berceau de ciment, enveloppé d'une ombre gigantesque, écoutant les insidieux battements d'ailes des nuages qui dévorent le toit, amarré à mon vide, orphelin face à la nuit terrible, pétrifié entre deux draps, conscient de la rareté de vivre dans une île de chair. C'est me chercher dans ma mémoire sans y trouver personne. C'est reposer sans toi, dans un coin, nu, parmi des livres qui jaunissent petit à petit, avec une main toujours ouverte et l'autre le poing fermé, sans pouvoir se pencher à la fenêtre, ni répandre des graines, ni prier pour que les rues s'ouvrent telles de grosses huîtres, ni recouvrir l'azur d'un tapis de rabbins qui déclamerait des psaumes tonitruants. Vais-je m'asseoir sur la cuvette et lire un détestable journal sans entendre ces gémissements par lesquels le sol célébrait tes pas ? Vais-je vivre toute lumière allumée, attendant que l'aube chasse l'araignée, attendant que par la fenêtre pénètre une échelle, attendant qu'il pousse au mur des seins et des bras et de brûlantes chevelures, attendant qu'un parfum millénaire transforme mon âme en tombe sacrée.
Vais-je faire de chaque respiration une plainte d'adieu? Vais-je reconstruire le berceau de ciment, le berceau prison, le berceau gueule, avec des draps de glace et de blanches couleuvres m'attachant pieds et mains? Vais-je laisser la nuit me transformer en sphère d'ébène? Vais-je rouler derrière tes empreintes, pantin sans eau ni mystère, parmi des meubles, parmi des fleurs séchées, parmi des photographies qui s'agitent tel un naufragé dans un tourbillon? Vais-je finir dans un nid de linge sale en mangeant du pain dur? Je ne veux plus de reflets, ni porter mon nom incrusté sur le front. Que s'approchent des enfants en brandissant ciseaux et cuillères pour creuser ma poitrine. Qu'ils se nourrissent de ce cœur pétrifié. Je veux voler au-dessus de ma tête. Ne pas être la fleur, mais le souvenir de son arôme. Femme, quitte-moi. Il est temps que j'entre dans mon fantôme, dans la forteresse solitaire, en compagnie de tous mes morts. Le temps fait peu à peu de la mémoire un cimetière. Il se couche avec moi pour dormir. Il montre les dents quand je dîne. Pour m'asseoir et lire, je dois les chasser du fauteuil de cuir. Je ne peux me baigner sans qu'il y en ait 2 ou 3 qui batifolent dans l'eau. C'est la petite Denise qui s'est jetée sous le métro. C'est Bernadette, déchiquetée dans un accident d'avion. C'est ma mère et son cancer à l'utérus. C'est Lynn et son crabe au poumon. C'est mon père, mort de luxure à 100 ans. C'est mon fils, Théo. Son cœur, paralysé au milieu de la fête, ce sont mes chats, Gaspard, Monel, Mandrague et Mao. Et entre tous, bien que vivante dans le monde, morte dans ma mémoire, toi, ici au loin, te faisant souveraine de l'air, donnant à l'eau la saveur de la mélancolie. Toi que je hais de ne pas dissiper les ténèbres, de ne pas laisser ouverte la porte du chemin, de fermer tes oreilles avec une perle noire, de te moquer de ma peur des araignées, de ne pas me détacher du berceau. Depuis une semaine, je ne puis plus écrire une seule ligne de mon journal. Quand vient le soir, je suis éreintée, fourbue, à cran. Je ne pense plus qu'à me coucher et dormir. Dormir. Si je pouvais toujours dormir. Ah, quelle baraque, mon Dieu! Rien n'en peut donner l'idée. Pour un oui, pour un non, madame vous fait monter et descendre les 2 maudits étages. On n'a même pas le temps de s'asseoir un peu dans la lingerie et de souffler que... Il faut se lever et repartir. Cela ne fait rien qu'on soit indisposé. Moi, dans ces moments-là, j'ai au rein des douleurs qui me tordent le ventre, qui me plient en 2 et me feraient presque crier. Ça ne compte pas. On n'a point le temps d'être malade. On n'a pas le droit de souffrir. La souffrance, c'est un luxe de maître. Nous devons marcher. Et vite, et toujours. Marcher au risque de tomber. Et si au coup de sonnette, l'on tarde un peu à venir, alors ce sont des reproches, des colères, des scènes. Eh bien, que faites-vous donc? Vous n'entendez donc pas? Êtes-vous sourde? Voilà 3 heures que je sonne. C'est agaçant à la fin. Et le plus souvent, ce qui se passe, le voici.
Cela vous jette de votre chaise comme sous la poussée d'un ressort. Apportez-moi une aiguille. Je vais chercher l'aiguille. Bien. Apportez-moi du fil. Je vais chercher le fil. Bon. Apportez-moi un bouton. Je vais chercher le bouton. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bouton? Je ne vous ai pas demandé ce bouton. Un bouton blanc, numéro 4. Et dépêchez-vous. Et je vais chercher le bouton blanc, numéro 4. Vous pensez si je maugris, si je rage, si j'invective, madame, dans le fond de moi-même? Durant ces allées, ces venues, ces montées, ces descentes, madame a changé d'idée. Il lui faut autre chose, ou il ne lui faut plus rien. Le soir, en passant sa revue dans la lingerie, elle tempête. Oh, comment vous n'avez rien fait? À quoi donc employez-vous vos journées? Je ne vous paye pas pour que vous flâniez du matin au soir. Je réplique d'un ton un peu bref car cette injustice me révolte. Mais madame m'a dérangé tout le temps. Je vous ai dérangé, moi? D'abord, je vous défends de me répondre. Je ne veux pas d'observation, entendez-vous? Je sais ce que je dis! Que peut-elle donc avoir dans le corps pour être toujours dans un tel état d'irritation? On prétend qu'il n'y a plus d'esclavage. Ah, voilà une bonne blague, par exemple. Et les domestiques? Que sont-ils donc, eux, sinon des esclaves? Esclaves, de fait, avec tout ce que l'esclavage comporte de vilité morale, d'inévitable corruption, de révolte engendreuse de haine. Les domestiques apprennent le vice chez leur maître. Entrés purs et naïfs, il y en a. Dans le métier, ils sont vite pourris au contact des habitudes dépravantes. Le vice, on ne voit que lui, on ne respire que lui, on ne touche que lui. Aussi, il s'y façonne de jour en jour, de minute en minute, n'ayant contre lui aucune défense, étant obligé au contraire de le servir, de le choyer, de le respecter. C'est extraordinaire. On exige de nous toutes les vertus, toutes les résignations, tous les sacrifices, tous les héroïsmes. Et seulement les vices qui flattent la vanité des maîtres, et ceux qui profitent à leur intérêt. Tout cela pour du mépris, et pour des gages variant entre 35 et 90 francs par mois. Non, vraiment, c'est extraordinaire. Rajoutez à cela que nous vivons dans une lutte perpétuelle, dans une perpétuelle angoisse, entre le demi-luxe éphémère des places et la détresse des lendemains de chômage. Que nous avons la conscience des suspicions blessantes qui partout derrière nous verrouillent les portes, cadenassent les tiroirs, ferment à triple tour les serrures, marquent les bouteilles, numérotent les petits fours et les pruneaux et glissent sans cesse sur nos mains, dans nos malles, dans nos poches, la honte des regards policiers. Car il n'y a pas une porte, pas une armoire, pas un tiroir, pas une bouteille, pas un objet qui ne nous crie « Voleuse, voleuse, voleuse !» Quand je pense qu'une cuisinière, par exemple, tient chaque jour entre ses mains la vie de ses maîtres, une pincée d'arsenic à la place de sel, un petit filet de strychnine au lieu de vinaigre. Et ça y est. Eh bien non.
Faut-il tout de même que nous ayons la servitude dans le sang? Je n'ai pas d'instruction. Et j'écris ce que je pense et ce que j'ai vu. Eh bien, je dis que ce n'est pas beau. Je dis que du moment où quelqu'un accueille sous son toit, fût-ce le dernier des pauvres diables, fût-ce la dernière des filles, je dis qu'il leur doit du respect et je dis qu'il leur doit du bonheur. Je dis aussi que si le maître ne nous le donne pas, nous avons le droit de le prendre à même son coffre et à même son sang. Je m'étais promis, pour commencer, de vous dire une très courte fable. Une petite fable de La Tonfaine que tout le monde connaît. De Fatonlaine, de Fallon. De mon auteur favori. Le corbard et le renaud, le robot, le rabot, le cornard. Cornard. Non, j'ai pas voulu. Je vais vous en dire une autre. Toujours de Tafon, de Laton, du même auteur. Le coche et ma douche, et ma louche, et ma couche, sa couche et ma loche là. Oh non. Oui. Bon, vous savez, je me rends bien compte, hein. Je me rends bien compte, je me rends bien compte, je me rends bien compte que je tafouille, que je la buffe, que je la fouille. Je bafouille, littéralement, voilà, je bafouille. Je bafouille, littéralement, militairement, je me trompe. Bon, j'aime mieux vous dire, franchement, je m'attendais pas, je m'attendais pas à voir, en arrivant, autant de monde devant moi, voilà. Tant de monde, là, tout autour de toi, tout autour de moi, tout... Mais même derrière! Mais c'est pour ça que j'ai la langue qui courche, que j'ai ma langue qui louche, que ma langue, je peux plus articuler, non, je peux plus articuler, parler. Vous savez quoi, je vais vous le dire en anglais! Yes. I am stuttering. Yes. I am stuttering because I am yes. I am stuttering because I am full of emotion, of emotion. To see, so many nipples. Oh no, to see, so many pineapples. Oh no, so many people. So many people. Below me. Before. J'aurais dû le dire en japonais. Non mais je le savais, c'est pour ça. C'est pour ça, je voulais pas venir. Et je l'avais dit à Migrel du... Au patron, je lui avais dit,
Non, ne me forcez pas. Il m'avait dit, mais si, venez vers 8h30, vous prendrez l'apéro, vous prendrez la parole, et moi, je lui ai dit, les deux me font mal, et vous me connaissez, moi. Il a insisté, tellement insisté que moi, je voulais lui montrer que, à l'occasion, je pouvais me montrer fort bonne. Ah, gâteux, barbeux, non, vous savez, c'est terrible, un gâteau pareil. Des Rovda. Un défaut comme ça. Vous me croiriez pas que c'est ça qui m'a fait rater mon premier ramirage, avant le 3e d'ailleurs. Mariage raté. Dès le matin, je le savais. J'avais eu un mauvais prémentissant, un mauvais prétensime. Je le savais quand je me suis levé. J'avais vu une araignée, et je m'étais dit aussitôt, araignée du samin, gratin, machin, c'est pas la peine. De toute façon, j'arriverai jamais. Excusez-moi.